Et si je vous disais que vivre dans ces moyens est exactement ce qui vous empêche de construire une vraie richesse? Pas parce que c'est faux de contrôler ses dépenses, mais parce que la façon dont vous interprétez cet équilibre vous a peut-être transformé en funambule financier, marchant sur un fil, fier de ne pas tomber, sans jamais regarder où vous allez vraiment. Il y a quelque chose de profondément séduisant dans l'idée d'équilibre. Le mot lui-même évoque la sagesse, la maîtrise, la paix. Vous payez vos factures. Vous n'avez pas de dette incontrôlable. À la fin du mois, il reste quelques euros. Vous vous dites « je gère bien mon argent ». Mais est-ce que vous gérez vraiment? Ou est-ce que vous survivez avec élégance? C'est la question que personne ne pose. Et c'est précisément cette question qui va changer quelque chose en vous aujourd'hui. Si vous êtes prêt à l'entendre jusqu'au bout. Imaginez un homme. Appelons-le Mathieu, 38 ans, cadre dans une entreprise. De service, salaire confortable, appartement bien rangé, voiture récente achetée à crédit raisonnable. Mathieu utilise une application pour suivre ses dépenses. Il connaît ses abonnements, ses sorties, ses courses. Il se sent responsable, moderne, conscient. Chaque mois, Mathieu arrive à zéro, ou presque. Parfois, il lui reste 150 euros. Parfois, il lui manque 200. Il ajuste, il rééquilibre. Il est fier de ce jeu d'équilibriste. Il pense que c'est ça, la gestion financière. Adulte. Ce que Mathieu ne voit pas, c'est que son équilibre n'est pas de la maîtrise. C'est de l'immobilité déguisée en stabilité. Il y a une différence fondamentale et rarement enseignée entre ne pas couler et avancer, entre ne pas perdre et gagner du terrain, entre survivre financièrement et construire quelque chose qui dure au-delà de vous. Mathieu vit dans ce que j'appelle l'équilibre fragile. Et il n'est pas seul. Des millions de personnes habitent cet espace inconfortable qu'elles ont appris à appeler « vivre bien ». L'équilibre fragile, c'est l'état dans lequel vos revenus et vos dépenses s'annulent mutuellement avec une précision presque chirurgicale, non pas par choix stratégique, mais par habitude inconsciente. C'est un équilibre qui ne supporte aucun choc, une facture inattendue, un mois de maladie, une voiture en panne, et soudain, le fil se rompt. Charlie Munger, le partenaire historique de Warren Buffett, avait une façon brutale de décrire ce phénomène. Il disait que la plupart des gens passent leur vie à optimiser les mauvaises variables. Ils cherchent à dépenser moins au lieu de chercher à créer plus. Ils gèrent la pénurie au lieu de construire l'abondance. Et cette distinction, en apparence mineure, change tout sur un horizon de 10 ou 20 ans. Pensez à Adam Smith, fondateur de l'économie moderne. Dans « La richesse des nations », Smith décrivait le capital comme le moteur de la prospérité, non pas le revenu, le capital. La différence est philosophique, avant d'être financière. Le revenu est ce que vous recevez, le capital est ce que vous construisez. Et quelqu'un qui vit en équilibre fragile consomme son revenu entièrement, ne laissant jamais naître le moindre capital. Alors pourquoi tombons-nous dans ce piège? Pourquoi des gens intelligents, éduqués, conscients, finissent-ils par s'installer dans cet équilibre qui ressemble à de la sécurité, mais qui en est l'opposé exact? La réponse est psychologique avant d'être économique. Notre cerveau est câblé pour éviter la douleur immédiate, pas pour maximiser le gain futur. C'est ce que les neurosciences appellent le biais du présent. Nous accordons une valeur disproportionnée au confort d'aujourd'hui par rapport aux bénéfices de demain. Acheter ce que nous voulons maintenant génère du plaisir immédiat. Épargner et investir génère une abstraction mentale qui n'active pas les mêmes circuits de récompense. Et notre société amplifie ce biais à chaque instant. La publicité ne vous vend pas des produits, elle vous vend des identités, des statuts, des appartenances. Vous n'achetez pas une voiture, vous achetez l'image de quelqu'un qui réussit. Vous n'achetez pas des vacances, vous achetez la preuve que vous méritez de vous reposer. Ces achats sont émotionnellement justifiés, socialement validés et financièrement dévastateurs sur le long terme. Voici le premier principe de ce que je vais vous expliquer maintenant. L'équilibre fragile
n'est pas un problème de revenus. C'est un problème d'identité financière. Mathieu ne dépense pas tout ce qu'il gagne parce qu'il n'a pas le choix. Il dépense tout ce qu'il gagne parce qu'inconsciemment, il croit que c'est ce que quelqu'un de son niveau de vie est censé faire. Son appartement, sa voiture, ses restaurants, ses vêtements, tout cela est calibré pour correspondre à une image de lui-même. Et chaque mois, il paie le prix de cette image avec précisément tout ce qu'il a. Robert Kiyosaki appelait cela le rat race, la course à du rat. Pas parce que les gens sont stupides, mais parce que le système est conçu pour que vos dépenses grandissent exactement aussi vite que vos revenus. On obtient une augmentation, on prend un appartement plus grand, on change de poste, on change de voiture. C'est une loi non écrite de la consommation moderne. Votre niveau de vie s'ajuste automatiquement vers le haut à chaque amélioration de revenus, et jamais vers la construction de capital. Le deuxième principe est celui-ci. L'expansion des dépenses est presque toujours plus rapide que l'expansion des revenus, sauf si vous intervenez consciemment. Il y a un concept en économie comportementale appelé inflation du style de vie. Chaque fois que votre revenu augmente, vos dépenses considèrent ce surplus comme acquis et l'absorbent instantanément. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un mécanisme d'adaptation. Votre cerveau reçoit le signal que vous avez plus et ajuste immédiatement ce qu'il perçoit comme normal, suffisant, confortable. Le résultat, vous gagnez plus, vous dépensez plus, vous restez au même point sur l'échelle de la liberté financière. L'équilibre fragile se maintient, simplement à un niveau de revenu plus élevé, et souvent avec un niveau de stress proportionnellement plus élevé, parce que les engagements financiers ont grandi avec lui. Vous vous reconnaissez quelque part là-dedans? C'est inconfortable à entendre, je sais, mais l'inconfort est souvent le premier signal que quelque chose d'important est en train de toucher une vérité que vous aviez appris à éviter. Le troisième principe touche à quelque chose que Naval Ravikant, entrepreneur et philosophe contemporain, exprimait avec une clarté désarmante. Il disait que la richesse n'est pas construite en échangeant du temps contre de l'argent, mais en construisant des actifs qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. Cette phrase semble simple. Elle est en réalité révolutionnaire, parce que quelqu'un qui vit en équilibre fragile n'a aucun actif. Il a des revenus, il a des dépenses, il a peut-être une petite épargne de précaution, mais il n'a pas de capital productif, rien qui génère de la valeur en dehors de ses heures de travail, et cela le rend structurellement vulnérable, peu importe son salaire. Pensez au jeu d'échecs. Dans une partie d'échecs, un joueur débutant se concentre sur les pièces qu'il a perdues. Un joueur expert se concentre sur le contrôle du territoire. L'équilibre fragile, c'est regarder uniquement les pièces perdues, c'est-à-dire les dépenses. La richesse consciente, c'est contrôler le territoire, c'est-à-dire construire des positions qui s'apprécient dans le temps. Le quatrième principe, c'est que la liberté financière ne naît pas d'une réduction des dépenses, elle naît d'une redirection des flux. Voilà ce que la plupart des contenus financiers ne vous disent pas vraiment. Ce n'est pas tant le montant que vous épargnez qui compte dans un premier temps, c'est la direction que vous donnez à ce que vous avez. Un euro qui dort dans un compte courant n'est pas de l'épargne, c'est du capital en attente de dégradation par l'inflation. Un euro investi dans un actif productif, même modestement, commence à travailler pour vous. La question n'est pas « combien puis-je économiser ?», mais où puis-je diriger même une petite partie de mes ressources pour qu'elles commencent à produire? Cette question change la posture mentale. Elle vous fait passer de la défense à l'attaque, du contrôle à la construction. Maintenant, je veux anticiper quelque chose, parce que je connais les objections qui arrivent à ce moment précis. Vous pensez peut-être, c'est facile à dire, mais moi, je ne gagne pas assez pour investir, ou je n'ai pas le temps d'apprendre tout ça, ou encore, mes dépenses sont incompressibles, je n'ai pas le choix. Ces pensées sont réelles. Elles ne sont pas des mensonges, mais elles sont des histoires que vous vous racontez pour justifier l'immobilité.
Et l'immobilité financière a un coût que la plupart des gens refusent de calculer, parce que le calculer serait trop douloureux. Quel est ce coût? C'est le coût de 10 ans supplémentaires de travail obligatoire. C'est l'impossibilité de choisir ses projets professionnels, parce qu'on ne peut pas se permettre de refuser un salaire. C'est la tension constante face à l'imprévu. C'est vivre en sachant qu'une seule catastrophe financière suffirait à tout déstabiliser. C'est, au fond, l'absence de liberté. Et la liberté, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas un luxe réservé aux riches. C'est le résultat d'une série de décisions prises ou non prises sur des années. Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, écrivait que l'investisseur intelligent n'est pas celui qui a le plus de connaissances techniques. C'est celui qui a appris à gouverner ses émotions et à prendre des décisions rationnelles dans un environnement irrationnel. Ce gouvernement de soi commence bien avant les marchés financiers. Il commence dans la façon dont vous pensez à votre argent chaque mois. Le 5e et dernier principe est celui-ci. Sortir de l'équilibre fragile n'est pas une question de discipline. C'est une question de récit. Le récit que vous vous racontez sur l'argent détermine tout. Si vous croyez que l'argent est quelque chose de difficile à avoir, vous vous comporterez de manière à confirmer cette croyance. Si vous croyez que la richesse est réservée à ceux qui ont eu de la chance ou des privilèges, vous trouverez inconsciemment des raisons de ne jamais construire la vôtre. Si vous croyez que l'équilibre est la forme la plus haute de la gestion financière, vous resterez sur votre fil, fier de votre équilibre, jusqu'au jour où le fil cède. Changer ce récit, c'est le travail le plus difficile et le plus important que vous puissiez faire pour votre avenir financier. Pas apprendre la bourse, pas optimiser votre fiscalité, pas trouver le meilleur compte d'épargne. Changez le récit fondamental qui gouverne votre relation à l'argent. Revenons à Matthieu. À un moment dans sa vie, il avait 42 ans, quelque chose s'est brisé. Pas financièrement, mentalement. Il a réalisé que 10 ans de plus de ce même équilibre ne le mènerait nulle part qu'il voulait vraiment aller. Il a commencé à rediriger 100 € par mois vers un investissement. Puis 200. Il a arrêté d'acheter le récit que son niveau de vie devait s'améliorer chaque fois que son salaire augmentait. Il a commencé à construire lentement ce que je vous encourage à construire dès aujourd'hui. Ce n'est pas une transformation dramatique qui arrive en une nuit. C'est une série de petites décisions qui, sur 5, 10, 20 ans, créent la distance entre quelqu'un qui subit son argent et quelqu'un qui le comprend et le gouverne. L'équilibre fragile n'est pas votre destination. C'est une étape que vous pouvez choisir de quitter. Aujourd'hui, je veux vous demander une chose. Dans les commentaires, écrivez cette phrase. Je construis, je ne survis pas. Pas pour l'algorithme, pour vous. Parce que le fait d'écrire quelque chose de vrai sur soi-même est souvent le début d'un changement réel. Et si ce contenu a touché quelque chose en vous, abonnez-vous. Cette chaîne existe pour une raison précise. Transformer la façon dont vous pensez à l'argent, à la richesse, à la liberté. Pas avec des formules magiques, avec des idées qui résistent au temps. Parce qu'à la fin, la vraie richesse n'est pas un chiffre sur un compte. C'est la capacité de choisir sa vie et d'avoir construit les fondations pour que ce choix soit réel. L'équilibre fragile vous a appris à ne pas tomber. Il est temps d'apprendre à voler.